C'est bon? Bien. Donc, merci encore à tous ceux qui ont jugé utile de venir, parce que réellement la situation est sérieuse. Et ceux qui nous suivent dans nos activités depuis que nous sommes dans l'activité syndicale, exactement quand les hôpitaux sont partis, on avait essayé d'expliquer ce qui devait arriver si on ne faisait pas attention. Et nous y sommes. Alors il va falloir user de beaucoup d'astuces, surtout de solidarité pour pouvoir faire front à ce qui risque d'arriver. Donc nous avons été conviés par le ministre à une réunion le vendredi dernier pour nous présenter à l'administrateur provisoire qui va gérer la caisse pendant 12 mois avec une équipe de collaborateurs donc, de la caisse des compétences internes qui vont l'accompagner dans l'administration provisoire. Et les partenaires sociaux ont un rôle prépondérant parce que on a dissous le conseil d'administration et la direction générale. Donc les partenaires sociaux vont jouer un rôle important dans le choix des collaborateurs qui vont être désignés pour faire partie non seulement des commissions, mais sûrement également de l'administration provisoire. Alors, le ministre a donc planté le décor en nous présentant la situation, le contexte qui a conduit à cette configuration. Et ensuite, il a donné la parole à l'administrateur qui s'est présenté. Et ensuite, la parole est revenue aux partenaires sociaux. Donc j'ai pris la parole en premier, après Clotaire a pris la parole et Bikoum aussi a pris la parole. Bref, de ce qui ressort de ces échanges, c'est qu'il va falloir trouver des solutions pour sauver 2000 familles. Ce sont les termes du ministre. Il a parlé de sauver 2000 familles. Il y en a qui essaient d'alarmer en faisant courir qu'il va y avoir des licenciements ou pas. On n'en a pas parlé. On a simplement planté le décor et il va falloir que nous imaginions des solutions pour pouvoir pallier à la situation qui s'est présentée à nous. Alors, les problèmes qui sont posés, c'est essentiellement les problèmes de gouvernance à court terme et à long terme, c'est le problème de l'obsolescence du dispositif juridique avec le paramétrage, etc. Tout le monde sait mieux que, personne ne sait mieux que vous, qui êtes au métier, que le dispositif juridique d'il y a 50 ans est dépassé. Les taux de cotisation ne sont plus adaptés au contexte actuel. Il va falloir modifier ces taux de cotisation. Mais les taux de cotisation ne peuvent pas être modifiés si la gouvernance n'est pas assainie. Parce que c'est la gouvernance, en fait, qui donne le ton pour pouvoir appliquer avec rigueur les dispositions légales. Donc, le ministre a posé la problématique et donc nous a renvoyé pour trouver des solutions avec l'administrateur provisoire. Donc, c'est principalement ça, de façon générique, que le ministre a dit. Il y a eu plein de divers, on a posé des questions, il y a eu plein de préoccupations. Donc aujourd'hui, nous, si on vous a appelé, c'est pour nous dire toutes vos préoccupations. Et je voudrais quand même rappeler ici qu'il est important que nous soyons une seule personne pour pouvoir exercer un rapport de force. Parce que l'État, c'est l'État. L'État vient de démontrer que c'est lui le plus fort. Il a dissous l'Assemblée, il a dissous le conseil d'administration, il a dissous la direction générale. L'État peut décider aussi que demain, il va licencier, ils vont licencier un certain nombre de personnes. Si nous on est Mabour, on va licencier les gens. Ça, je le dis clairement. Et pour qu'on ne licencie pas les gens, il faut qu'on soit capable d'inverser le rapport de force avec la mobilisation que nous sommes. Donc ceux qui pensent que les autres sont bien pour faire le boulot et que nous on secoue le cocotier, eux ils viennent ramasser les cocos, c'est tant mieux. S'il y a des handicapés parmi nous, notre contribution financière pour régler les questions de terrain sera la bienvenue. Mais il est important que quand on demande aux gens de venir aux réunions, c'est là que l'information elle est transversale, elle est partagée et il n'y a aucun ragot. Parce que quand on parle d'ici, après on transforme l'information dans des intentions politiques ou je ne sais pas pour des intérêts personnels. Là je suis en train de dire, le travail n'a pas d'ethnie, le travail n'a pas de famille. Nous sommes tous parentés au travail. Parce que dès qu'on n'a plus de travail, on devient un rigolo. C'est-à-dire que la société vous rejette parce que vous n'avez plus des arguments pour exister dans la société. Donc notre bataille aujourd'hui, c'est vraiment d'être soudés pour refuser tout ce qu'on va nous proposer dans le sens de parler de licenciement. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'on doit être unis pour ne pas accepter que cette solution soit même envisagée. Mais pour qu'elle ne soit pas envisagée, il va falloir que nous soyons soudés. Parce que si on n'est pas soudés,
si on est 2000 agents à la CNSS et qu'on se retrouve ici 200, il y a quand même un problème. Ça veut dire qu'il n'y a que 200 qui sont concernés. Donc nous, on va prendre la liste des 200 là. Après, on va aller dire au ministre. Donc voilà les 200 qui sont concernés par le boulot, qui n'ont pas envie d'être licenciés. Donc les autres ne sont pas concernés par ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'actuellement à la caisse, il n'y a plus aucune fonction. Donc il n'est pas ici, interdit qu'un ancien directeur qui est devenu agent vienne participer s'il est aussi conscient que nous, que cette société a pris de l'eau par des comportements un peu rétrogrades de certains d'entre nous et par le dispositif juridique qui est devenu obsolète. Donc, voici un peu dans un premier temps, et je souhaiterais que les gens posent toutes les préoccupations qui leur passent par la tête, parce que je sais que les gens racontent beaucoup de choses. Et tout ce que vous entendez, on doit en débattre, et nous on prend la quintessence de cela pour les poser au ministre de façon franche, ou à l'administrateur. Donc toutes les questions qui fusent, toutes vos inquiétudes, on souhaiterait que vous nous les fassiez partager, pour qu'ensemble nous trouvions des réponses. Si nous avons les réponses maintenant, on va vous les donner. Si nous ne les avons pas, on ira les poser au ministre pour dire que voici ce que les collaborateurs ont dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui va nous donner une réponse, on va pas revenir, on va vous revenir pour vous donner la réponse. Il n'y aura plus de réponses dans les forums. Non. Parce que la situation est tellement grave que nous, on a passé des veillées déjà depuis janvier. Tout le monde a vu ce que nous avons subi ici. Les demandes d'explication alors que nous sommes syndicalistes. On nous interdit de faire les réunions dans l'enceinte de l'établissement, alors que nous sommes de l'établissement. Tous ces éléments-là, si nous on avait craqué jusqu'aux affectations en province, si on avait craqué, mais je suis peut-être convaincu que cette administration sera encore là. Mais c'est sûr, hein, parce que tout ce qui s'est passé malgré tout ce qu'on a fait, qu'ils se sont agrippés, Ben, il fallait qu'on nous affecte à l'intérieur pour qu'on aille rencontrer le ministre pour que les choses aillent dans ce sens-là. Donc si nous on avait fui, si on avait eu peur, je pense qu'on ne serait pas en train de nous donner même nous-mêmes aussi l'opportunité de débattre des questions de l'avenir des agents de la CNSS. Parce que c'est de ça qu'il est question. La caisse, c'est notre maison à nous tous. On est doublement impacté en tant que salarié d'abord, mais ensuite en tant que futur retraité. Donc si on pense même fuir la CNSS en changeant d'entreprise, mais vous allez attendre les gaz lacrymogènes comme on a vu nos papas ici. C'est vraiment regrettable qu'on arrive à des situations où on gaze des vieux. Et donc on n'est pas exclu de cette situation si on est parti de la CNSS. Vous pensez avoir fui les problèmes. La CNSS est transversale à l'ensemble du secteur privé. Toutes les entreprises du secteur privé passent par la caisse pour toucher, quitte les pensions, quitte les allocations familiales, quitte les aides habituelles journalières, etc. Donc voilà un peu ce que nous on voulait partager avec vous, mais on veut relever toutes vos préoccupations. Toutes vos préoccupations, on voudra les relever et nous on repartira vers le ministre pour aller poser vos préoccupations. Il faudra que vous sachiez que un leader syndical n'est pas un directeur d'un syndicat. Il n'est qu'un porte-parole. Nous portons la parole que vous nous demandez de porter aux autorités. C'est ce que nous faisons. Il ne faut pas accepter que quelqu'un aille prendre des engagements et vienne vous le faire subir, parce que c'est ce qui se passe ici. Hein. Les gens prennent des décisions et on vient vous faire subir ça, vous êtes obligé d'accepter. Ce que nous on souhaite, c'est que nous sommes les porte-parole. On va porter votre parole, vous nous dites vos préoccupations, nous on les relève, on va chez le ministre, nous sommes des porte-voix. On va chez le ministre, on porte votre parole. Quand il répondra aux préoccupations que vous nous aurez posées, on reviendra vers vous pour vous dire, voici ce que le ministre a dit, quelle est la conduite à tenir. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas que moi je m'avais dit un truc, et puis je viens chez vous réunir, je dis, bon allez, on fait comme ça. Non, non, non. C'est vous qui êtes nos employeurs en réalité. Donc c'est vous qui nous donnez les missions d'aller porter un message. Dès qu'on a porté le message, on revient vers vous, et ensuite, ensemble, on décide de la conduite à tenir. Mais il est important. Il est très important que sur l'ensemble des agents que nous sommes, ceux qu'on a embauchés hier, ils ont intérêt à suivre notre mouvement. Parce que si les gens doivent partir, les premiers qui partiront, c'est les plus jeunes. Les plus jeunes et les plus vieux. C'est-à-dire qu'on va négocier avec les plus vieux le départ à la retraite anticipée. Les jeunes qui ne coûtent pas cher, facile à payer en termes de droits et de primes de précarité, c'est eux qui vont partir en premier. Parce que les 10-15 ans ça a commencé à coûter cher, il faut commencer à mobiliser des milliards pour pouvoir payer leur plan social. Donc dites aux autres que quand on convoque les gens, ce n'est pas la peine de prendre les nouvelles à être qui les forment. Chacun comprend à sa façon. Quand on est ici ensemble, quand on donne des explications, si tu n'as pas compris, tu peux demander à quelqu'un à côté de toi, mais il a dit comment? Et on reprend, on explique clairement. Et quand on part d'ici, nous sommes au même niveau d'information. Donc voici un peu ce que je voulais dire, mais je voulais vous rassurer également que c'est vrai, c'est difficile, mais la victoire de ce combat dépendra de comment nous allons nous comporter.
Si nous sommes unis, soudés comme une seule personne, je vous assure que tout ce que nous allons exiger, on pourra avoir à 50% cela. Mais si on va à non disperser, ce n'est pas évident. On va marcher sur nous parce que seul, on peut aller plus vite, mais ensemble, on peut aller plus loin. Donc, je vais m'arrêter par là et laisser la parole aussi aux autres. Si j'ai omis des choses, ils vont venir compléter. Mais sinon, on souhaiterait que les gens expriment leurs inquiétudes. C'est ça qu'il est question. De nous exprimer vos inquiétudes afin qu'on les relève pour en débattre avec ceux qui ont la décision. Je vous remercie. Donc ne vous gênez pas, vous posez toutes les préoccupations que vous voulez, on va le lever et ensuite quand on aura des réponses, on reviendra vers vous. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ceux qui sont du métier, commencez à faire des propositions de projets parce que vous allez peut-être intégrer des commissions qui vont être mises en place par l'arrêté ministériel d'ici là. Donc ceux qui ont des solutions déjà à proposer dans le cadre de leur métier, vous pouvez déjà vous préparer parce que nous allons servir de couloir de transmission avec l'administrateur provisoire pour pouvoir transmettre la réflexion de chacun d'entre nous pour pouvoir améliorer le dispositif actuel. Bien, c'est que n'a pas jugé utile de dire, mais il fallait quand même qu'on vous donne des informations. À mi-chemin, il y a déjà certaines décisions qui ont été prises. 1. La suppression de tous les investissements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'investissement. Il n'y a plus d'achat de voitures. Toutes les voitures qui ont été affectées aux différents dirigeants reviennent simplement à la CNSS. Donc, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de véhicules, il n'y a rien. Il y aura que 2 missions. Pas d'embauche, 2 missions. Payer les salaires, payer les pensions et essayer de revenir à une trésorerie plus forte. Voici la décision qui a été prise à court terme. Maintenant, le reste va suivre. Quand vous dites, excusez-moi, quand vous dites payer les salaires, payer les pensions, ça veut dire les autres qui sont pas payés les prestations. Les prestations. C'est-à-dire recouvrer, payer les prestations. Parce que ce qui a été fait, c'est que pour payer les pensions cette fois-ci, l'État a dû la mettre dans la poche. L'avantage avec le nouvel administrateur, c'est que c'est un banquier. Donc son rôle est de pouvoir calmer le jeu au niveau des banques parce que la pression des banques nous permettait, elle est intense à tel point que lorsque les entreprises nous font des virements, tout de suite les banques reprenaient. Lorsque le trésor nous envoyait aussi de l'argent, tout de suite les banques reprenaient. Donc on était dans une situation où on n'avait même plus de trésorerie. Donc à flux tendu. Maintenant, l'avantage avec Logar, c'est que lui, il a été d'abord un ancien directeur de BISIC et il a beaucoup travaillé dans le circuit bancaire pour pouvoir déjà au départ diminuer cette pression-là. Donc, le temps que la mayonnaise prenne, ne vous étonnez pas si on a encore un petit retard de salaire ce mois, parce qu'après aussi, il faut voir la situation réelle au niveau du recouvrement. Là, le Trésor a payé nos salaires et le Trésor aussi a payé nos pensions. Ce qu'on a pu, c'est dans la foulée, avec le travail de nous tous, c'est-à-dire le recouvrement reprenant ses activités, parce que là, toutes les signatures sont bloquées, parce que l'administration était totalement dissoute. Donc lorsque l'activité va reprendre et que l'effort du recouvrement va revenir à son bon niveau, là maintenant on pourra payer tout de nous-mêmes. Mais pendant les 12 mois, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de recrutement. Il faut également rajouter que pour ceux qui sont à la direction financière, ils savent que nous avons une convention avec le Trésor. On a commencé avec le Trésor qui est géré ici, normalement chez nous par l'agent comptable, et au niveau du Trésor par le TPG. Mais ici à la CNSS, c'est le monde à l'envers, c'est-à-dire que le directeur financier est devenu le gérant de la convention, alors que le garant des deniers publics au niveau de la CNSS, c'est l'agent comptable. Donc il y a une incohérence, ça a été dénoncé. Le directeur financier ne peut pas gérer la convention du Trésor, l'agent comptable qui est garant de cette trésorerie. Et dans le cadre de cette convention, le Trésor a payé les salaires le mois dernier déjà. Et là, on a mis 5 milliards pour les pensions, là, 5 milliards. Mais il se passe que les listes qu'on envoie, sont polluées par des doublons. Donc c'est ce problème qui a été posé. C'est pour ça que l'ODIS
On n'a pas pu payer les pauvres le 10 parce que la liste, la liste qui devait servir de support pour payer était polluée. Et d'ailleurs, les agents de la CNSS sont allés tenter de faire signer 3 chèques, je passe sur le compteur des autres, 3 chèques pour payer les pensions. Mais les chèques sont venus sans les listings des bénéficiaires des pensions. Ben, l'administrateur a dit qu'il ne peut pas signer un chèque où il n'y a pas la liste des bénéficiaires. Donc vous voyez un peu que tous ces éléments ont fait en sorte que le Trésor, quand on disait ici que le Trésor ne veut pas payer les salaires, ce n'est pas d'abord du ressort du Trésor de payer les salaires. Le Trésor n'est pas, le créancier unique de la CNSS. Ça veut dire simplement que donc, en fait, tout le recoupement ne fonctionne plus. Si on rend responsable une seule entité, ça veut dire que tout le recoupement ne fonctionne plus au niveau de la CNSS. Ce qui n'est pas tout à fait cohérent. Donc la réalité, c'est que le Trésor a refusé de remettre de l'argent dans les mains d'un environnement turbulent. C'était ça la vérité, seulement. Ouais. C'était uniquement ça. Donc vous voyez un peu le risque qu'ils ont pris de démembrer tout le monde, parce que prendre de l'argent comme ça et le mettre, et les retours des paiements, on n'a pas souvent de suite. C'est-à-dire quand on envoie les paiements au niveau des conventions internationales, au niveau de l'étranger, les banques qui reçoivent cet argent pour payer les retraités dans les localités, dans les États où on envoie l'argent, mais tous les doublons, ça reste dans la banque. Mais cet argent ne revient jamais au Gabon. C'est pareil dans les banques, avec la Poste, c'était la même chose. Donc voici des détails que le Trésor a voulu contrôler pour nous permettre de récupérer de l'argent. Hein, tous les 5 milliards, on pourrait récupérer comme ça à peu près 1,5 milliard. Ça, c'est ce que le ministre a dit. On pourrait récupérer comme ça 1,5 milliard. Mais si on laisse passer toute la liste, mais on va payer des fantômes. Donc voilà un peu ce que je voulais rajouter avant de vous donner l'opportunité de nous faire partager toutes vos préoccupations. Je dis bien tout ce qui vous passe par la tête. Donc on va relever et on va vous apporter des réponses moi avec vous. Oui. Comment? Bien. Le préavis de grève qui a... Merci de poser la question. Sur le plan juridique, hein, nous avons changé de configuration. En fait, toute cette administration n'est plus légale. Ce préavis a été déposé à la direction générale sortante. Donc, ensemble, on prend d'autres dispositions. Ce préavis n'est plus d'actualité puisque l'administration vers laquelle ce préavis a été déposé, c'est-à-dire de nous payer au plus tard le 25 du mois, sinon on rentrait en grève, c'était à l'administration précédente. Et voilà, donc comme lui l'expliquait, l'administration actuelle, donc qui est provisoire, a fait des concessions. Mais ça ne veut pas dire qu'on va leur laisser du répit parce que nous allons leur mettre également la pression. Pour qu'on leur mette cette pression, il faut qu'ils sentent que nous sommes derrière et qu'on est prêts à débrayer. Je ne pense pas que nous, là, on peut nous remplacer tous en un seul jour. Même si sur les 2000 que nous sommes, il y a 1000 qui ne travaillent pas. Voilà. Comme nous tous là, nous, on est à la maison, on ne fait rien. Hein? Je ne sais pas qu'on n'a pas voulu travailler, mais on nous a dit que vous êtes bien pour rester en case. Nous, on reste en case. Hein? Mais moi, je suis en case, je connais des gens qui étaient en case qui ont été aussi promus. Hein? Tu es parti de la case, peut-être c'est aussi un tremplin pour aller en haut. On ne sait jamais. Mais bref, je n'ai pas demandé à être au chômage. Donc c'est pour dire qu'il faudra que nous soyons mobilisés. Quand on claque des doigts, on doit être capable de nous retrouver ici pour qu'en face, il recule. On appelle ça le rapport de force. Et avec l'État, on est dans le rapport de force. Mais c'est un rapport de force qui est rationnel. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour faire la folie. Non, 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 on n'est pas des sauvages. Nous sommes on n'est pas des va-t-en-guerre, on n'est pas des sauvages. Nous négocions avec l'administration pour un compromis gagnant-gagnant. Donc, ta préoccupation, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu fais bien d'en parler. Parce qu'on devrait en parler. On est allé vers le 25. Il était question que le 25 au plus tard, on doit nous payer le salaire. Or, vous voyez que nous sommes dans une situation où on risque de faire même un recensement physique. Parce qu'il y a beaucoup de fantômes ici. C'est ça. Vous voyez? Et donc, sur le recensement physique, on a dit à l'administrateur, pour que nous vous fassions confiance, vous devez être totalement transparent avec nous. Donc, on doit partager toutes les informations pertinentes pour que nous puissions, avec assurance, vous rassurer également que ce qu'eux disent, c'est vrai. Il faut un recensement avec tous les gens qu'on a embauchés en fantôme là, en bandits, etc. Il faut qu'on les décèle parce que c'est eux qui plombent aussi la masse salariale. Il y a beaucoup d'agents fantômes au-delà des agents qu'on a embauchés. Bon, les agents qu'on a embauchés par affinité, on n'y peut rien. Chacun d'entre nous aussi a été embauché ici par un parent. Donc on ne va pas dire tout de suite qu'on va chasser les autres. Ce n'est pas ça notre objectif. Nous, ce qu'on demande, c'est simplement d'être unis pour pouvoir mener ce combat
jusqu'au bout. Parce que si on corrige tous les dysfonctionnements, je pense que si les autres ont réussi à payer 2000 salariés pendant des années en jonglant avec les équilibres des ratios financiers, ça veut dire qu'on peut payer les 2000 agents en faisant un effort. Donc voilà un peu. S'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire. Attends, je voudrais juste rajouter une chose. Et c'est intéressant par rapport à votre question. Il nous a aussi expliqué que si le Trésor a payé ce mois-ci, ils vont peut-être payer le mois prochain, le mois qui suit. Ce n'est pas leur vocation première. Donc, ils nous ont aussi dit de ne pas vous donner aussi de faux espoirs. Exact. Ça veut donc dire que nous devons être mobilisés, comme ils disent, sur le qui-vive tous les jours. Parce qu'au moment où nous sommes là, ils ne nous ont pas garanti que durant les 12 mois, on va nous payer les salaires. Ils ne nous ont pas garanti que durant les 12 mois, ils vont préserver les emplois. Ça, c'est une vérité qu'ils nous ont demandé de vous dire. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être vigilants. Unis. Nous devons être unis. Parce que là, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et rien ne nous dit aussi, parce que l'État aussi, il est changeant. Rien ne nous dit que les dispositions qu'ils prennent là, maintenant, ils peuvent changer soit en allant dans l'autre sens ou bien à l'inverse. Donc, il faut vraiment qu'on garde ça à l'esprit. C'est ce que je voulais dire. Oui. Oui, j'aimerais savoir, est-ce que dans les 12 mois de l'administration provisoire, il y aura un plan social? Bon, comme on disait, l'administration provisoire, c'est pour corriger tous les dysfonctionnements afin de laisser à la nouvelle direction générale de la CNSS et le nouveau conseil d'administration un fonctionnement à peu près normal, arrimé aux standards internationaux. Mais on n'a rien évoqué. On n'a même pas parlé de restructuration. On a parlé de réforme, parce que moi je dis qu'il faut bien faire la différence entre réforme et restructuration. La réforme, c'est corriger le dispositif juridique qui existe pour essayer de faire modifier les choses. Si les choses ne sont pas modifiées, après on va passer à la restructuration. Et c'est dans la restructuration où il y a une modification en profondeur de l'organisation. Et c'est là où on parle maintenant des plans sociaux, on parle des plans sociaux et des pas volontaires, etc., etc. Or, dans l'organisation, dans les réformes, on peut être amené à modifier l'organisation fonctionnelle. C'est-à-dire, on peut jumeler les départements. Bon, comme on a plein de départements qu'on a créés à la Foulcan, là, excusez-moi l'expression, il y a plein de commissions dont les responsables des commissions auront un prérogative des directeurs. On a une kyrielle de catégories, de hors catégorie, des directeurs qui font 6 mois. Et quand vous êtes directeur, vous avez des acquis sur votre salaire de base. Et donc, en fait, vous ne perdez que la prime de fonction. Ça veut dire que quand vous êtes en hors catégorie, on a des hors catégories qui sont supérieures à la masse normale. Là aussi, il faut qu'on réfléchisse. Là aussi, il y a un problème. On vous nomme 6 mois après, vous n'êtes plus directeur. Vous avez votre salaire de directeur, mais sans la prime de fonction. Parce que quand vous n'êtes plus directeur, vous perdez la prime de fonction, vous devenez un cadre administratif. Donc là, il y a tout un état de problème. Donc le mode de fonctionnement, on ne peut pas nommer les gens sur un coup de tête. Parce que c'est des frais induits pour l'entreprise. Donc, en ce qui concerne la période de 12 mois, ce n'est pas une période où des grands chamboulements vont se produire. On ne peut pas aussi le prédire. Mais il est question ici d'amorcer les réformes. Mais ces réformes peuvent nous conduire à la restructuration. Voilà, ça veut dire que si les réformes que nous avons entamées, nous n'arrivons pas toujours à régler les problèmes, ça veut dire qu'on a essayé de modifier l'organisation, on a chamboulé les postes, on a jumelé des postes, on a fait ceci, on n'arrive toujours pas à ramener l'équilibre. Là, on est obligé de passer maintenant à autre chose pour essayer de ramener l'équilibre des ratios financiers. Donc, on ne peut pas se prononcer sur ça tant qu'on n'a pas diagnostiqué d'abord la situation réelle de l'entreprise. Parce qu'il faut faire cette situation réelle qui commence par comment on appelle ça là, le recensement des personnels déjà. Parce que si on a fait le recensement des personnels, je vous assure qu'on peut, dans la masse salariale, éradiquer à peu près 30% des doublons et des faux salariés. Donc voilà. D'accord, merci. Voilà. Bon, et puis, moi je vous invite à être optimiste. Hein. Les 12 mois se passent où? Ça se passe entre 2022 et 2023. Ça veut dire qu'en réalité, parler de plan social en 2023, ce serait un danger. Donc, l'optimisme voudrait que nous restions mobilisés, en sachant que le gouvernement va faire tout pour que la CNSS reste debout. Parce que si la CNSS tombe, comme certains l'ont dit, et pas une entreprise ne déclare pas faillite comme ça, c'est une entreprise parapublique, qui a un conseil d'administration, qui a une tutelle. Donc ce n'est pas un individu qui se lève du jour au lendemain pour dire la CNSS est en faillite. Donc on ne peut pas se permettre à cette année électorale-là
de laisser tomber et tous les salariés. Parce que le premier discours que le ministre nous tient, c'est dire il y a 2000 familles à sauver. 2000, il commence par s'il dit, la situation est tellement critique qu'il faut sauver 2000 familles. Donc à partir de là, vous voyez bien qu'on est dans des réformes. On n'est pas dans la restructuration. Donc le débat de dire on va licencier, comme certains le disent, ils le disent, mais à tort. Parce que l'honnêteté aussi voudrait que si on s'est retrouvé quelque part et qu'on a parlé d'un certain nombre d'informations, restons là-dessus. Lorsqu'un responsable de l'administration rentre en vous disant qu'il y a 2000 familles à sauver, est-ce qu'il vous a dit qu'il va encore enlever quelqu'un? Non. S'il dit qu'il y a 2000 familles à préserver, sachant que nous sommes bien en année électorale, donc logiquement tout sera mis en place pour que la CNSS reste debout. Oui, Gagache. Oui, bonjour. Bonjour. On a été surpris de savoir que Ascoma a été suspendu. On nous ponctionnait de l'argent sur nos salaires. Maintenant, on voudrait savoir, est-ce que, on est suspendu parce qu'on ne reversait pas? Où est allé cet argent qu'on nous ponctionnait? 2, qu'est-ce qu'on va faire? Bien. Quand j'ai été informé de cette situation, j'ai pris moi la peine de me rapprocher de Ascoma pour en avoir le cœur net. Et vous avez vu que dans le forum, j'avais même d'ailleurs dit fake news. Parce que j'avais d'abord appelé un premier responsable d'Ascoma qui m'avait dit non, c'est pas suspendu. Et j'ai rappelé un autre plus haut qui m'a dit effectivement qu'on a suspendu vendredi. C'est vendredi qu'on a suspendu Ascoma. Mais pourquoi on suspend Ascoma? Ça fait 700 millions Ascoma. La caisse n'a donné que 100 millions. Écoutez bien, 100 millions. Et on a eu le coup avec l'assurance automobile. On nous prélève sur nos salaires pour payer notre assurance. La caisse n'a pas la décence de regasser cet argent. Ascoma, c'est la même chose. Ça, c'est notre paire de manches. L'administrateur, voici un des dossiers qu'on va lui transmettre. Ça là, c'est pas un investissement. C'est notre argent qui a été prélevé. Il doit reverser ça à Ascoma. Donc, demain, rappelez-moi ça. Demain, on doit rappeler à ce monsieur qu'il doit payer 600 millions à Ascoma. Ça n'a rien à voir avec l'argent de la caisse. C'est notre pognon. Voilà. On nous a prélevé, on n'a pas reversé à Ascoma. C'est de la mauvaise foi. Voilà, ça fait partie de tous les dysfonctionnements qu'on a dénoncés. Donc ça, c'était la réponse à ta question. Vous n'avez plus d'autres préoccupations à part la perte de l'emploi. Hein? D'autres questions, on vous écoute? Oui, Kakash. Dans le cadre de mes activités biomédicales, j'ai entendu le sortant dire qu'il avait refait le plateau technique. C'est pas vrai. Maintenant, je voudrais savoir, puisqu'il n'y a pas d'investissement, les sites qui sont restés en chantier, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'ils ont été clairs à ce sujet. Mais c'est une décision en pile. Oui, ils ont été clairs à ce sujet. Les chantiers en cours sont stoppés. Ça se passe partout comme ça. C'est pour une période de 12 mois, le temps de corriger tous les dysfonctionnements. Et ensuite, on remet la structure à une nouvelle administration qui va désigner dans les conditions normales qui vont être définies par rapport aux réformes. Donc, les chantiers sont arrêtés. C'est clair. Une autre question? Oui. Oui. J'ai une préoccupation. Oui. C'est sur la convention collective. D'accord. Et à l'origine des discussions pour la CNSS. À quel niveau? On va prendre un exemple sur, comment on appelle ça, les sursalaires. D'accord. Qu'est-ce qu'on en fait? La convention parle des sursalaires. Si, c'est conventionnel. Non. Les sursalaires ne sont pas conventionnels. La convention, les sursalaires ne sont pas conventionnels. Il faut qu'on s'entende. Toute œuvre humaine est imperfectible. Et une convention collective, c'est un contrat qui est signé entre deux parties, donc l'employeur et les partenaires sociaux. Et le partenaire social qui estime que la convention n'est plus d'actualité, parce que la convention est une période de corruption également. Hein. L'environnement évolue, les choses évoluent. L'environnement économique peut être favorable comme défavorable, on peut revoir à la baisse ou à la hausse maintenant. Celui qui estime que la convention ne sied plus, l'une des parties, c'est à elle de proposer à l'autre partie un projet de convention avec les modifications qu'il souhaite qu'on aille négocier une autre fois pour signer une autre convention collective. Donc le problème de convention collective, à mon avis, c'est un document juridique qui est perfectible. Donc souvent quand on dénonce la convention collective, il est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'aspects juridiques qui ont des incidences financières dans la convention. En général, nous les travailleurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous regardons que la grille salariale et la grille catégorielle.
Mais je vous assure que dans la convention collective, il y a plusieurs aspects juridiques. Les gens n'ont pas lu, hein. Il y a plusieurs aspects juridiques qui ont des incidences financières. Je prends un exemple, par exemple. Au niveau du code civil, la notion d'enfant en charge a un autre sens. Et au niveau du code de sécurité sociale également un, et au niveau de la convention, ça a une autre définition. Nous avons réussi à mettre dans la convention collective la notion d'enfant en charge au sens du code civil. Ça veut dire que ce n'est pas ton enfant que tu as mis au monde, c'est l'enfant que tu as en charge à partir des à partir des données du tribunal. Et donc cet enfant que tu as en charge, dont tu as la tutelle parentale à partir du tribunal, il bénéficie des mêmes avantages que l'enfant que tu as mis au monde par rapport à notre convention collective. Donc vous voyez, ça c'est un avantage. Ça n'intéresse pas souvent, hein. C'est touffu. Les gens n'aiment pas trop lire. Dès qu'on a la convention, on tourne toutes les pages, on va à la dernière page à la grille des salaires et puis on regarde ça. Mais je vous assure, chez les autres, avant de signer un contrat de travail, on regarde d'abord tous les aspects sociaux. Parce que je vous assure que vous pouvez gagner 3 millions de salaires. Si vous avez un insuffisant rénal, vous avez un diabétique, vous avez un drépanocytaire dans votre famille, un tensionnaire, et que vous n'avez aucune couverture d'assurance maladie, je vous assure que votre salaire c'est du pipi de chat. Et donc chez les autres, on commence d'abord par regarder tout le volet social. Quand le volet social est bien pris en charge par l'employeur, à partir de ce moment, maintenant, on va regarder les éléments numéraires du salaire. C'est comme ça que les autres fonctionnent. Bon, c'est une question d'état d'esprit, hein, mais il va falloir qu'on essaye de nous réinventer pour comprendre les choses de façon objective, sans émotion, vraiment sans émotion. Donc voilà un peu en ce qui concerne la convention, c'est même pas un débat. Si vous estimez que cette convention n'est plus adaptée, on s'assoit, ceux qui ne sont pas d'accord apportent les arguments contradictoires pour qu'on produise un projet et on appelle la direction générale pour dire que nous on veut renégocier cette convention et c'est nous qui proposons le projet. Puisque la convention, c'est une négociation. Hein. C'est une négociation. Voilà. D'autres questions? Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y aura des changements au niveau du paiement des congés? Je ne pense pas que... Est-ce qu'on va toujours continuer à payer les congés de la même manière? Mais la vie continue. En fait, non, parce qu'on entend beaucoup de choses. C'est pas comme vous dit de ne pas entendre. Le mois de juin, là, on ne sait qu'on n'est pas sûr. C'est pas comme vous dit. Voilà, en fait, il y a pas mal de c'est pas comme vous dites. Il est extrêmement dangereux. Non, c'est bon. C'est pas que je vais vous dire. Je vais vous dire, chacun est libre de croire à ce qu'il veut croire. Nous sommes des adultes. Nous sommes des adultes. Rien n'exclut à personne de prendre un document juridique pour essayer d'interpréter. Si vous ne comprenez pas, vous vous rapprochez d'un juriste. Si vous n'avez pas confiance à tel ou tel partenaire social, vous voyez un juriste. Et le juriste va vous donner la quintessence de la disposition de la loi. Parce que le droit là, c'est le français. Hein. Mais les mots consacrés en droit n'ont pas la même signification dès qu'ils sont déplacés de leur contexte. Mais parmi nous ici, il y en a qui font dans la magie. Mais moi, quand tu n'es pas dans un domaine, il ne faut pas se permettre, comme je vois les gens à la télé parler de la sécurité sociale, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Vous allez chercher des gens à l'extérieur qui viennent parler des problèmes de la sécurité sociale. Tout le monde veut en parler parce que c'est le buzz. C'est le buzz, on voit tout le monde à la télé. Moi, je dis, n'acceptons pas ça. Pour moi, ce sont les gens du métier qui doivent pouvoir être capables d'expliquer aux usagers. Et on va demander à l'administrateur de faire des campagnes de communication. Il ne faut pas laisser les profanes venir parler de notre métier et on nous fait passer pour des losers et des blagueurs. Les magiciens parlent de la sécurité sociale comme s'ils en savent quelque chose. Mais non, la sécurité sociale, ce n'est pas les pensions uniquement. La sécurité sociale, c'est toute une politique sociale d'un pays. Voilà. Donc il y a beaucoup d'autres prestations qui sont calées. Mais eux, au quartier, ils ne voient que les pensions. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on accepte que ceux qui ne sont pas du milieu se permettent de passer sur les plateaux de télé et puis parler de la sécurité sociale. Ça, il faut qu'on arrête ça. Donc quand vous avez des problèmes avec les dispositions de la loi, vous avez la chance. Vous avez la chance que parmi nous, il y en a qui ont participé à la rédaction du Code du travail. Et vous le savez, nous avons rédigé le Code du travail. On sait pourquoi est-ce que l'ancien article 152 est devenu 182. Nous le savons. Donc ne vous gênez pas. Moi, je suis ouvert. Je réponds à tout le monde. Ça n'a rien à voir avec un problème émotionnel ou de sentiment. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de travailler ensemble. Sinon, si on ne se met pas ensemble pour nous défendre, on va mourir en détail. Soit on gagne ensemble, soit on meurt en détail. Voilà la réalité. C'est bien.
Non, réponds à la question. Non, je dirais qu'en ce qui concerne les salaires, mais le contrat n'a pas changé. Notre contrat n'a pas du tout changé. Nous sommes dans une phase de réforme. Mais on est toujours salarié, on va en congé normalement, c'est légal. Le code du travail est toujours appliqué. On n'a aucun problème à ce niveau. Faites attention aux bonimenteurs. Non, honnêtement, faites attention aux ragots. Vous avez la possibilité même, vous-même, d'aller solliciter même l'administrateur. Vous pouvez le faire. Si vous voulez vraiment en avoir le cœur net, vous écrivez au monsieur, est-ce que ça. Si vous n'avez pas confiance en nous. Mais je vous dis, faites attention. Faites attention. Non, notre contrat, il est clair. Notre contrat, là, vous pouvez avoir un problème avec le rachat des salaires, vous pouvez faire le trésor. C'est tout. Voilà. Mais si on te paye tes congés sont payés de la même façon. Il n'y a pas de bonne variété de congés. Rien du tout. Une autre question. Oui, j'avais une question. Un instant. Il a demandé avant. Lors de l'intervention du directeur sortant, une des choses que j'avais entendues dans les explications qu'il avait données, même si c'est aujourd'hui caduc, c'est que, et je le dis parce que je le vis au quotidien, moi je reçois les messages. Aujourd'hui, on parvient à payer certains retraités. Mais ceux-là qui sont retraités depuis un certain temps, on ne les paye pas. On a payé de nouveaux droits. Ma question est de savoir aujourd'hui, c'est vrai qu'on rentre dans une situation d'administrateur provisoire. Qu'en est-il de cela? Quand bien même on sait que, nous recevons des retraités, mais c'est même les retraités que nous recevons, ce sont nos parents. Ce sont des questions qui vont se poser à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à une échéance de paiement de retraités, il y en a certains qui seront payés, d'autres qui ne seront pas payés. Quelle est la situation par rapport à ça, vis-à-vis de l'administrateur? Il faut qu'on nous dise. Parce que lorsqu'on reçoit ces gens-là, qu'est-ce qui va arriver finalement? Bien. Là, on rentre. Ça, ce sont des domaines qui sont techniques. Ce sont des domaines qui sont techniques. Et qui, je pense, ne sont pas, pour le moment, à l'ordre du jour et de notre ressort. Voilà. Il faut attendre d'abord que le nouvel administrateur prenne lui-même la main et, en fonction de ce problème-là, lui-même il va décider. Donc nous, on ne peut pas, parce que ça, on ne peut pas répondre à sa place. Je pense qu'il faut... On est entré dans les détails de tels échanges avec l'administrateur provisoire. On a vu de manière globale quelle relation nous devons entretenir. Parce que c'est ça l'objet de la rencontre initiée par le ministre. C'est qu'il nous a demandé dans quelle mesure est-ce que nous pouvons accompagner l'administration. Mais ces questions sont importantes de relever. C'est des questions qui sont importantes de relever. Maintenant, s'il y a des questionnements, si vous avez des idées par rapport à vos activités respectives, qui pourraient améliorer de manière globale la gestion de la maison, voilà. Vous nous les faites parvenir et nous, on les lui transmettra. Voilà, je pense qu'il a été assez clair. Oui, ouais. Merci. Je voulais savoir quel sera le sort de ces mois, compte tenu des difficultés que connaît la maison. Il a raison, laissez. Sa question en vaut son pesandeur. Elle mérite d'être posée. Et à quoi ça dérange? Quel sera le sort du 13e mois? Oh, voilà. C'est qu'à l'époque, quand je suis venu ici, j'entendais Mme Nicole Assélé qui disait que le 13e mois aux sociétés qui font du bénéfice. Et que nous ici, nous faisons de l'assurance, c'est-à-dire nous gardons l'argent des assurés. Quel sera ce sort-là? Est-ce que sera préservé conformément peut-être à la convention ou sera tout à fait bien? C'est ça que je disais tantôt, avant que vous n'arriviez, je disais aux autres. Là, il a parlé, il a dit, qu'adviendra-t-il du 13e mois? Voilà, le pognon. Il a demandé qu'adviendra-t-il du 13e mois? Et moi je dirais même qu'adviendra-t-il des avances conventionnelles? Bref, ce que je veux dire, en ce qui concerne nos acquis, en ce qui concerne les acquis, en matière de droit, les acquis sont des acquis. Mais j'ai aussi appris, moi, quand j'étais à Genève, que tout est négociable. Même la vie se négocie. Quand vous avez un condamné à perpétuité, okay, son avocat va se battre pour lui. Celui qui est condamné à mort, autant pour moi. Son avocat va se battre pour lui obtenir une perpétuité. Parce que la perpétuité, il ne sera pas exécuté. Il peut vivre le temps qu'il vivra jusqu'à mourir, jusqu'à ce qu'on découvre même qu'il n'était pas coupable du crime qui lui avait été imputé. Imaginez qu'il avait été tué, il serait mort pour rien. Donc tout est négociable. Mais tout dépend des éléments que vous mettez dans le rapport de force.
je reviens encore là-dessus. C'est-à-dire que si l'État se lève aujourd'hui et dit que divise nos salaires par deux, si on n'a pas les moyens de refuser de diviser les salaires par deux, il faut qu'on se comprenne bien. Je crois est-ce qu'on se comprend bien? Si on n'a pas les moyens de dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, et on va nous diminuer les salaires. C'est clair, hein, c'est pas tout de rester derrière le clavier, de rester à la maison caché, et puis président, on est ensemble, on est ensemble. Non, non, c'est pas ça. Non, je vous le dis clairement. Hein. Je pense que dans la situation où nous sommes, quand tu es déjà plongé dans l'eau, celui qui a plongé dans l'eau n'a plus honte de monter sa nudité au poisson. Donc on est dans l'eau là, il n'est plus question ici pour qui que ce soit de penser que je me cache pourquoi maintenant pas chef de division, ou bien il ne faut pas qu'on me voie là-bas. Ce sont nos droits. On n'est pas esclave parce qu'on nous a trouvé un boulot. Non, celui qui nous a trouvé le boulot, lui aussi quelqu'un a trouvé le boulot. Hein? La reconnaissance, la gratitude, c'est ça qui est important. Mais être esclave parce qu'on vous a trouvé un boulot, je dis que là vous êtes ma boule aussi. Moi on m'a trouvé le travail, c'est pas pour ça que je dois devenir l'esclave de celui qui m'a trouvé le travail. Non, je le respecte parce qu'il m'a trouvé le boulot. Oui, j'ai de la gratitude, je le remercie. Quand je peux rendre service, je le fais. Mais je ne suis pas son esclave. Il ne faut jamais croire ça. Donc tout ce qui va nous arriver, que ce soit 13e mois, que ce soit baisse des salaires, si on est faible, si on est faible, on va nous prendre ça. Je vous le dis déjà de vous à vous, parce que quand on va vous dire, venez, on n'est pas d'accord, si vous nous laissez à deux, on va nous affecter. Oui. Mais c'est la vérité. On va nous affecter. Mais John, c'est même l'État, il nous envoie en prison. Même l'État nous envoie en prison. L'État est fort. L'État nous envoie en prison. Donc c'est pour vous dire que si vous n'êtes pas là, quand nous on laisse le corps comme ça, s'il n'y a pas les bras, la nuque pas tapée au sol, on est mort. Donc si vous ne faites rien, nous, à toi, là, on ne peut pas prendre la CNSS sur notre dos et puis partir. Même si on a réussi aujourd'hui à bénir la CNSS sur notre dos, on nous a affectés, on a réussi quand même à se faufiler. Ça ne peut pas durer tout le temps. Mais il faut qu'on sache que oui, ces gens-là, ils sont soutenus parce qu'ils ne sont que les porte-parole. Ce n'est pas notre problème. Moi, les problèmes que j'ai, ce n'est pas les problèmes que vous avez. Chacun de nous a ses problèmes. Moi, je ne suis pas contrôleur employeur. Moi, j'ai des problèmes qui sont liés à ma carrière. Vous avez des problèmes qui sont liés à votre carrière. Même si le salaire, bon, la globalité, le salaire est transversal. Mais chacun de nous a d'abord un problème particulier parce que nous avons une équation personnelle. Mais comme on doit revendiquer collectivement, on revendique collectivement. Mais si on n'est pas unis, je vous le répète, si on prend une autre destination, parce que quelqu'un est venu nous polluer, je vous assure qu'ils vont faire de nous ce qu'ils veulent. Et on subit. Et on va subir. Mais moi je souhaite que, quand on vous dit de venir, parce que quand vous êtes là comme ça, c'est un message qu'on leur envoie aussi. Hein. Ouais. C'est un message qu'on leur envoie. Ouais. Venez, les gens là, ils commencent à prendre conscience. Ils commencent à prendre conscience. Donc quand ils vont poser ces problèmes, mon frère, quand c'est le moment où nous on attend le 13e mois. Parce qu'il va falloir qu'on nous dise que non, pour des raisons de ceci ou cela, le 13e mois ne sera pas payé. Parce que la direction qui est partie ne communique pas. On était étonnés, après que le feu est tombé ici, qu'on voit une communication que les salaires, c'était même quoi là, la note là, de l'agent comptable là. Ah oui, les salaires seront payés plus tard le 8. Bien, au plus tard le 8. Mais depuis qu'on est ici, on a déjà vu une note pour dire que les salaires sont payés par ordre alphabétique. Est-ce que vous savez qu'on nous paye par ordre alphabétique? Hein, on paye les gens par ordre alphabétique. C'est peut-être que les salaires sont séquences, on nous paye par ordre alphabétique. Et on paye comme une épicerie. Quand l'argent rentre aujourd'hui, le recouvrement rentre aujourd'hui, on paye d'abord ceux qui sont les ABC jusqu'à machin. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que d'autres sont payés après le 10. C'est pas sérieux. Ou on paye tout le monde, ou on paye pas tout le monde. C'est la discrimination, c'est interdit par la loi. Mais c'est parce que nous on accepte. On a commencé à accepter de peut-être payer au 23, au 24, au 25. Au 27, même encore c'est la loi. Après on a commencé à accepter au 26, au 27. Après c'est que les crédits sont dans les problèmes. Et j'ai demandé ici à ceux qui avaient les crédits, qui ont été impactés par des pénalités, de venir me voir pour qu'on fasse une plainte collective. Personne ne vient. Il y a 3 non seulement. Vous voyez? Donc même, c'est même un droit, mais vous avez même peur de revendiquer un droit. Mais le gars il sait que vous avez des poltrons, il marche chez vous, c'est tout. Sinon on n'était pas courageux, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà. Donc pour le 13e mois, pour tout le reste, c'est la même chose. Si on est soudés, quand on vous dit comme ça, quand on a une information, venez, il n'y a pas de travail ici. Il n'y a pas de travail. Quand on dit venez, venez. Quand ils savent, il y a des stations de renseignements avec tout le monde. Nous on peut paralyser ici, nous qui sommes là. Hein? On peut bloquer le paiement. Et si on peut bloquer le paiement, ils sont obligés de nous écouter. Parce qu'on a un moyen de pression. C'est ça la vérité. Donc tout est rapport de force. Tout est rapport de force. Malgré les arguments que vous avez, l'État est puissant. L'État décide, l'État fait. Si vous n'avez pas les moyens, comme nous on a fait avec la FNAMGES en 2016 ou voilà, on est descendu de 2,5 à 2. Parce qu'on a fait, le code du travail séparé, on a fait une grève. On a fait un mouvement de grève, c'est légal. Mais si vous n'avez pas les moyens de faire reculer l'État, l'État va avancer.
Voilà, tout est la question de rapport de force. Une autre question? Surtout, et puis, nous avons ouvert un forum. Des choses peuvent ne pas vous avoir habité maintenant. N'hésitez pas à nous rapporter vos préoccupations. Vraiment, ça va nous aider à constituer un bon cahier de charges qui va nous permettre d'aller discuter avec l'administration là-bas. Voilà, donc c'est tous ceux qui ont des préoccupations, toutes les questions qui vous semblent confuses, n'hésitez pas à les poser. Nous allons, aucune question n'est bête, aucune question n'est stupide. Vous nous posez toutes les questions et nous on va essayer de répondre à ces questions-là vraiment avec beaucoup de précision, quitte à demander l'avis des autorités. Une autre question? Oui, je voudrais savoir, même si l'ancien directeur est tombé, mais il y a un passif et un actif. Je voudrais savoir si les révalorisations catégorielles, est-ce que ce sera sur la table ou bien on attend? Non, attends. Ce sont des investissements. Non, ce que je suis de dire, ce sont des investissements. Je crois qu'on a été assez clair là-dessus. On est dans une phase difficile de crise. On est dans une phase de crise, on va vivre dans la crise. Je pense même qu'il y aura un gel des salaires pendant les 12 mois. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait justifier. Une augmentation. Voilà. Non, on a dit que tout est arrêté. Voilà. C'est une situation de crise. Oui, Suivez la barre. Nos salaires vont être payés à niveau le 20 ou entre le 20 et le 25. Parce que là, actuellement, nous sommes dans l'incertitude. Depuis la dernière direction, on ne sait pas si c'est le 20, si c'est le 25, si c'est le 30, si c'est le 5, si c'est le 15. Nous, on essaie de rester au maximum dans l'application des dispositions de la loi. Au-delà du fait qu'il y a une situation particulière. Le salaire est payable au plus tard le 5 du mois précédent, le 5 jours après le mois qui donne droit au salaire. Donc nous, on est payé du 20 au 20. Il y en a qui n'ont pas souvent compris. Quand on dit on est payé du 20 au 20, du 20 au 20, ça fait 30 jours. Si on était payé du 1er au 30, on devait dire au plus tard le 5. Mais nous, on est payé à la caisse du 20 au 20. Et le règlement intérieur disait que le salaire est payé entre le 18 et le 20 à l'époque. Quand la dame est venue, elle a pris les 5 jours. Elle a dit au plus tard le 25. Donc ça n'a rien changé. Ça n'a pas modifié la date du paiement du salaire. On nous paye toujours entre le 20 et le 20. Mais au plus tard le 25, c'est ce qui était dit. C'est pas du tout illégal. Donc ceux qui ont fait croire que 5 jours au plus tard c'est le 30, ce sont des malades mentaux. Parce que quand tu fais le 30, ça fait 10 jours en plus. Et quand on va au 5, ça fait 15 jours qu'on travaille. Vous voyez? Donc nous, comme les retraités qui devaient être payés le 10, l'argent était déjà disponible, mais il fallait faire le nettoyage de la liste qui est polluée. C'est valable pour les salaires. Nous, on va obtenir de ces gens-là que le paiement de nos salaires soit régulier tel que prévu par les dispositions de la loi. Nous, on est clair là-dessus. On accepte, ils vont prendre l'engagement que c'est une disposition particulière pour des raisons qu'ils nous ont évoquées, notamment la pollution de la liste, on est d'accord. Parce que nous, si on a des crédits, quand on va dans les 25, nous, on est pénalisé. Et moi, je ne vais même pas m'arrêter là, parce que quand le cas il porte plainte, nous aussi, on va poursuivre la CNSS pour les pénalités que la banque nous fait payer à cause de ce préjudice-là. Voilà, parce qu'ils ont notre domiciliation. La domiciliation est un contrat entre la banque et un tiers. Donc la CNSS ne peut pas rompre un contrat entre moi et puis la banque. Elle n'a rien à voir. C'est un préjudice qu'elle me fait subir, moi je vais la poursuivre. Voilà. Oui. Rappelons au niveau de la direction générale sur le paiement de la quinzaine. Bien. Bon, bien. Tous ces éléments-là, oui, non, vous faites bien d'en parler parce qu'il y en a qui ont un mode de vie réglé sur la quinzaine, même s'il y en a qui ne le prennent pas. Mais c'est un droit. C'est un droit de prendre la quinzaine. Ça aussi, ça fait partie des charges qui sont budgétisées en début d'année.
Hein, quand on a budgétisé les salaires, on sait que la quinzaine fait partie du budget qu'on prévoit en début d'année. Donc, il n'y a pas de raison que la quinzaine ne soit pas payée. On va poser le problème. Oui. Oui, bon, là, c'est vraiment la coalition. Hein. Je voudrais dire, on a stoppé les investissements. De l'argent est sorti. Hein? C'est l'argent des retraités. Hein? Les actuels retraités et les retraités que nous serons. Qu'est-ce qu'on fait? Les fraudeurs, on va découvrir. Ils restent dans la boîte, pour on les vire. Ceux qui ont détourné, on les poursuit, ou on les laisse partir, rouler les mécaniques. Oui, non, répondre à cette question. Non, je réponds quand même, parce qu'on a évoqué la question, Mais ça fait partie d'un processus qui sera pris en charge par les commissions qui vont être mises en place. Merci. Voilà, parce qu'il y aura forcément une commission de la lutte contre la fraude, il y aura une commission sur le recouvrement, etc. Donc, ça, je vous garantis qu'il y a des dispositions qui vont être prises dans ce sens-là. Et lui-même a dit que les poursuites vont être engagées. Voilà. Un peu de fraudeurs ici. Une autre question? Oui. C'est peut-être pas une question, mais une observation. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il faut que nous allions à rang serré. Je crois que le problème qui est posé aujourd'hui, la situation concerne tout le monde. Et ceux qui nous représentent doivent nous représenter étant ensemble. Donc vraiment, je prie et je souhaite que tous ceux qui représentent un syndicat particulier et qui représentent le personnel, vraiment se mettre ensemble, parce que chacun essaie de mettre de l'eau un peu dans son vin, parce qu'il s'agit d'un problème d'ordre général. Et nous devons aller ensemble poser les mêmes problèmes, parce qu'il n'y a pas plusieurs problèmes. Tout ce qui est posé ici, c'est des situations qui concernent tout le personnel. Et vraiment, en allant négocier à chaque fois, il va falloir négocier, il faut vraiment que nous parlons un seul langage. Je crois que, comme vous l'avez dit, ensemble nous serons forts. Mais si nous allons en rang dispersé, nous serons déstabilisés et nous risquerons d'échouer à plusieurs reprises. Et c'est vraiment un souhait, pour tous ceux qui nous représentent, vraiment essayer de vous rassembler et parler le même langage. Et voilà. Merci pour le conseil. Non, merci pour le conseil. Non, merci pour le conseil. Mais pour ceux qui sont à la CNSS depuis à peu près la même durée que nous, 15 ans, 16 ans, ils connaissent parfaitement l'histoire de la CNSS. Et ils connaissent parfaitement comment l'idée de la coalition est née. Je pense que la majorité des syndicats est là. On ne va pas se baser sur les caprices d'un individu pour mettre en cause toute une dynamique. Là aussi, c'est des questions qu'il faut se poser. Hein. On est là, on était tous au ministère, non? L'Assemblée générale a été convoquée, on n'a pas dit SINA, CNSS, on n'a pas dit SIF, on a dit coalition des syndicats. Le jour où la coalition est née, on était tous là. Le jour où on a refusé d'aller assister à la réunion du secrétaire général. Parce que le directeur général avait dit que plus aucune organisation n'était légale. Même si on a démontré que la loi n'était pas rétroactive, nous sommes la plus grande organisation de la CNSS. On a 2 conventions signées, la 86 et la 2015. Donc on ne peut pas dire que nous sommes une organisation illégale. Donc la direction générale passe son temps à s'immiscer dans l'organisation des syndicats, alors que la loi dit clairement, dans l'article 302, que les employeurs ou les travailleurs ont le droit de s'affilier dans les syndicats de leur choix. Mais lui, il est un syndicaliste. Nous sommes. Est-ce que toi, tu as le droit de venir t'occuper des syndicats, de tes partenaires sociaux? Non. C'est clair. Donc on ne peut pas être à la remorque des caprices des individus. Non, on est 3 syndicats sur 4. Je crois qu'on est représentatif. On a demandé d'aller aux élections de délégués. On s'est rendu compte que le directeur ne veut pas faire les élections de délégués du personnel, expressément pour toujours faire valoir une légitimité qui n'est plus d'actualité, puisque le collège de délégués est périmé depuis le 31 là. C'est fini là. Donc si on va aux élections de délégués du personnel, c'est ce qu'on a exigé, pour que les travailleurs soient représentés par ceux qui sont réellement soutenus par ceux qui sont réellement représentés les travailleurs. J'ai dit tout à l'heure, un président du syndicat n'est pas directeur du syndicat. Il est le porte-parole. Il ne prend pas les problèmes pour venir les imposer. Non, nous, on vient voir les travailleurs, voilà ce qu'on a dit. Qu'est-ce qu'on en pense? On vous convoque. C'est ensemble qu'on prend la décision. La dernière fois, on a pris ensemble la décision de déposer le préavis de grève. C'était ensemble. C'est pas quelqu'un qui va à la télé pour dire on ferme tout. Non, on fait pas comme ça. On fait le préavis de grève que tu déposes sur l'employeur. C'est ça la loi.
La loi veut que tu déposes un préavis de grève. Après, tu observes la période de la grève. Si tu as un cahier des charges, si le préavis tombe, on négocie. S'il ne tombe pas, on rentre en grève. Mais tu dis pas à la télé grève, et puis demain tu ne mets pas grève. Non, pas comme ça. Tu déstabilises tout le monde. Et ce désordre-là, si on est trois, entre nous, hein, si on est trois, c'est ici que tout le monde doit se retrouver. Dès qu'on sort de chez le ministre, ça fait des déclarations intempestives. Nous on a attendu, on a dit on ne fait pas des déclarations dans les forums pour éviter qu'il y ait plusieurs sons de cloche. C'est là qu'on est venu, on a dit non. Chacun posera ses questions comme vous le dites. Maintenant on vous dit que nous sommes 3 syndicats sur 4 là. Et personne n'a été exclu. Hein. La coalition c'est tout, je vous dis bien que c'est tous les syndicats. Lui là et lui là. Ils étaient avec Richard, les deux là. Il est parti parce que quand on a fait la coalition, toute la coalition a décidé que le porte-parole ce sera X. Alors monsieur n'a pas trouvé mieux que de dire bon il n'est plus dedans. Il a commencé à faire, il dit moi je ne suis pas dans ça, je ne connais pas. Mais en mon cher, c'est la coalition qui est reconnue, c'est la majorité qui est reconnue. On n'y peut rien, malheureusement, mais moi je pense, hein, avançons. Hein? Qu'ils se remettent en cause, ils viennent nous retrouver. On n'a chassé personne. On n'a chassé personne. Mais ce n'est pas un conflit de leadership sur le dos des travailleurs. Non! Parmi nous, chacun a sa compétence. Parmi nous, là, chacun a sa compétence. Mi bout à bout, ça fait 1 Satan 2. Hein, de Poutine, là. Ça fait 1 Satan 2. Chacun met les siens. Lui, c'est un fou. Il met sa folie. L'autre, c'est un cerveau. Il met son cerveau. L'autre, c'est un stratège. Il met son stratège. Quand on met tous ensemble, on a besoin de tout le monde dans un groupe, même les fous. Même les fous, ils ont leur raison d'être dans un groupe. Dans les familles, quand il y a un fou, on dit ah, famille, il faut pas attaquer parce qu'il y a un fou là-bas. Tout le monde a son rôle à jouer. Mais si tu fais cavalier solitaire, parce que tu cherches à être populaire, ça pose un problème. Nous, ici, on n'a rien à prouver sans fausse modestie. Tout le monde sait ce que nous avons comme bagage, que ce soit sur le plan syndical, que ce soit sur le plan professionnel, on n'a pas besoin de prouver ça. Mais on a un problème là. Et les gens profitent justement de cette disparité parce qu'on a bien vu qu'il y avait un porte-parole parmi nous de l'administration générale et un porte-parole des travailleurs. On a bien vu ça. On n'a pas besoin de venir vous le dire ici, tout le monde a bien vu. Vous allez défendre le cursus d'un directeur, pour quel motif? Ah non, c'est un bon directeur, pourquoi on peut l'enlever? Depuis que nous on fait nos meetings, vous nous avez entendu dire qu'on doit enlever le directeur. Vous nous avez entendu dire ça. Mais ça veut ça sur nous ça. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas l'intention de s'allier, hein, qui veut noyer son chien à la cuisse de rage, mais ne tenons pas pour essayer de comprendre les caprices d'un enfant gâté. Ne faisons pas comme ça. Pour moi, on s'en va. Si on est soudé, et le ministre nous l'a recommandé, le ministre nous l'a recommandé. Et je crois que dans un environnement même, le droit d'aînesse, parfois, hein, peut être un critère d'éligibilité pour choisir celui qui va porter votre parole. Le droit d'aînesse. Pire encore, le droit d'aînesse, avec l'expérience, etc., ce n'est secret pour personne. Et c'est sur cette base que les autres ont dit, bon, lui là, il a une certaine expérience, on pense. Et c'est parce que moi j'étais devant qu'ils se sont affolés. C'est parce que moi j'étais devant qu'on a affecté ces gens-là à l'intérieur pour dire que bon, lui va rester seul. Comme ça, quand il va rester seul, les autres vont dire qu'il nous a trahis. C'était ça le piège. Parce qu'on sait qu'on peut pas m'affecter. Moi j'ai déjà été affecté à l'intérieur. À l'époque de Marie-Thérèse Vallet. On m'a affecté à Polygamba pour que je parte avec les hôpitaux. Mais je me suis débrouillé comme j'ai pu, je suis revenu à Libreville. Voilà. Il faut savoir utiliser simplement les outils du droit pour pouvoir se protéger, mais pas faire dans le populisme. Non, mon frère, je crois que j'ai répondu à ta question. Nous sommes ensemble, on continue et pourvu on soit comme ça jusqu'au bout. On ne laisse pas une fissure se faire. Personne ne rentre plus là. Tout le monde est bienvenu ici par les idées. On prend tout ce qui peut servir la cause de notre lutte. On prend tout. Et on n'est pas là pour dire que je suis plus beau que Clotaire. Non, non, non. Tout ce qui peut aider à gagner cette lutte-là, nous prenons. Que ça soit financièrement, que ça soit les idées, tout ce que vous pouvez apporter. Ceux qui ne peuvent pas venir parce qu'ils sont handicapés, c'est normal. Mais sont soutenus par une idée, par quelque chose. C'est ça dont nous on a besoin pour se sentir soutenu. Sinon on abandonne. Voilà. Oui, camarade. Oui, monsieur. En fait, il y a un mot qui suscite la discours dans les têtes des gens. Oui. C'est quand on entend monsieur le ministre de la Santé, notre constituteur, la CNSS est en cessation de paie. La cessation de paie m'avait dit que les employeurs ne cotisent plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un recours. Mais aujourd'hui, on se rend compte que pour ceux-là qui ont des habilitations, on voit comment les employeurs cotisent. C'est quoi ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le mot cessation de paiement?
La CNSS n'a jamais été en cessation de paiement. Le problème n'est pas la cessation de paiement. Le recouvrement, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire, le trimestre passé a fait 22 milliards. Très bien. 22 milliards. Au-delà de ce que les gens peuvent dire, le mois passé, le recouvrement a fait 4 milliards. Entrée. Donc le recouvrement n'a jamais été aussi performant qu'en ce moment. Est-ce que vous comprenez cela? Je dis, le recouvrement n'a jamais été aussi performant qu'en ce moment. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que lorsque le recouvrement devient de plus en plus performant, la prime de recouvrement devient n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que les problèmes sont ailleurs. Les problèmes sont ailleurs. Parce que nous on pensait qu'en réalité les pensions nous feraient 15 milliards, 20 milliards. Mais lorsque l'État nous dit on a envoyé 5 milliards plus ce que vous avez là-bas, alors il faut vous poser des questions. Il faut vous poser des questions. La CNSS n'est pas en cessation de paiement. Parce que chaque fois qu'un employeur cotise, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre. Il faut simplement réformer un certain nombre de choses pour pouvoir avancer. C'est tout. Donc c'est pour ça qu'on a dit plus d'investissement, plus salaire, prestations techniques, point. C'est tout. Et puis l'association de paiement, c'est une expression qui est utilisée dans les sociétés commerciales. Ok? L'association de paiement, c'est un terme qui est utilisé dans les sociétés commerciales. Nous faisons du service public. C'est un abus de langage. Chacun y va de son mot. D'autres parlent de faillite. D'autres parlent de... Ce sont des expressions des sociétés commerciales et de production. Nous ne produisons rien. On est dans le service public. Donc, dans le service public, dans un système par répartition basé sur l'intergénérationnalité il y aura toujours des cotisations. En fait, il y a un déséquilibre des ratios que l'on doit rattraper chaque fois. Il n'y aura pas faillite. Il y aura toujours des cotisants tant qu'il y a des entreprises qui cotisent. Si le niveau, oui, il y aura une baisse du niveau des cotisations, c'est vrai. Maintenant, le boulot des gérants de la caisse, c'est de rattraper l'équilibre. Parce que le but, c'est de ne pas avoir un bénéfice, c'est d'avoir l'équilibre parfait entre les ressources et les emplois. C'est ça le rôle de la caisse. Maintenant, les emplois, on a des mécanismes comme à notre disposition. Vous avez les produits de placement financier, il y a les pénalités qui sont liées au retard du paiement des cotisations. Ça va être tout ça la conjoncte pour garder les équilibres. Mais quand c'est mal géré, les ratios c'est des équilibres. On est dans la situation où on est. Mais il suffit de ramener en fait l'équilibre en réorganisant, en normalisant le fonctionnement pour revenir à une situation normale. Donc la faillite, c'est pas le terme approprié pour la CNSS. Je ne pense pas. Monsieur Boba, ouais. Après la prochaine réunion. La prochaine réunion, c'est on vous a demandé de nous donner des préoccupations pour que nous on aille poser les questions. Voilà. Mais on a aussi dit que ces préoccupations peuvent nous être données même en dehors de l'Assemblée générale. Et quand on aura fait le tour de tout ça, on va recueillir tous ces éléments-là. Quand on aura d'autres solutions, on aura d'autres informations à vous donner, on va convoquer notre Assemblée générale. On ne donnera plus des informations à travers les forums. Il y a beaucoup d'intox. Voilà. Je pense que... une dernière chose. Oui, c'est pas tant une question, c'est beaucoup plus une préoccupation. C'est-à-dire que la situation actuelle qui consiste à retirer toutes les signatures, au niveau du recouvrement, ça cause quand même une certaine paralysie. On a évoqué un certain nombre de chiffres par rapport aux entrées du recouvrement. On est déjà dans une situation de difficulté. Alors, avec cette paralysie, c'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation où on aggrave les difficultés, les quelques entrées qu'il y avait pour nous permettre au moins d'essayer de faire quelque chose. On les annule complètement. Donc, je ne sais pas s'il est possible de... Moi, je vais remonter l'information ce matin, parce qu'en réalité, nous sommes dans un lock-out. Le lock-out, c'est quoi? C'est-à-dire que totalement, c'est un arrêt total. Pourquoi l'arrêt total? Parce qu'on a d'ici tout. Et moi, j'ai fait remonter l'information selon laquelle, si le CODIR est touché par la mesure du décret, les départements techniques devaient continuer à fonctionner normalement. Mais ça va se faire, ça va se faire parce que si les départements techniques ne fonctionnent plus, mais le gars, il va avoir des problèmes pour travailler parce que le service devait continuer à fonctionner au-delà des décisions. Donc, on ne peut pas rompre toute la chaîne de commandement. On coupe les directions, ok, mais l'administrateur provisoire peut directement discuter avec un chef de division qui n'est pas nommé en conseil des ministres, qui lui peut remonter les informations qui lui reviennent de ses collaborateurs en bas, il remonte la bonne information, puisque c'est ce que le directeur fait. Le directeur prend les informations du divisionnaire, il consolide avec les autres divisions et il monte. Et chaque division peut
directement envoyer à l'administrateur provisoire et ces décisions que lui, il va simplement entériner. Je pense qu'on va régler ça, sinon on est bloqué, on ne travaille plus. Non, on y a pensé, on y a pensé. Ok, bon, donc la prochaine fois qu'on aura des informations pertinentes à vous rapporter, nous reviendrons vers vous. C'est notamment dans le cas de la mise en place des commissions qui vont être mises en place, parce que je vous ai dit qu'il y a des commissions qui vont être mises en place, et dont les ressources seront sollicitées parmi les agents de la CNSS. Donc ça, il faut être préparé. Donc merci beaucoup encore d'être venu, en espérant que vous serez plus la prochaine fois. Alors, monsieur le porte-parole de la coalition des syndicats de la CNSS, vous sortez à peine d'une grande assemblée générale. Quel a été le mobile de celle-ci? Bien, et puis comme vous le savez, nous avons été reçus par l'autorité de tutelle pour nous présenter la situation telle qu'il la voyait. Et comme je disais la dernière fois, plusieurs inquiétudes de notre part ont été dissipées. Et il était important qu'aujourd'hui nous fassions le point avec les travailleurs qui comprennent bien de quoi il est question et de quoi il en retourne. Donc nous avons fait le point, le compte rendu de la réunion que nous avons eu avec les ministres. Certainement, les travailleurs ont eu ou vous ont posé des préoccupations. Lesquelles, par exemple? Bon, essentiellement au niveau de la rémunération, c'est le point chaud de la situation. Beaucoup de concessions avaient déjà été faites auparavant, notamment ce qui concerne les avances conventionnelles, sur lesquelles nous avons quasiment fait une impasse, puisque il y a belle lurette, ce n'est plus payé, alors c'est une loi qui est conventionnelle. Ça veut dire que les gens sont matures à la CNSS, ils ont compris qu'il serait indécent de revendiquer ce genre d'avantages quand on sait que les retraités sont payés au lance-pierre. Voilà. Donc il était essentiellement question du respect de la date du paiement du salaire conformément aux dispositions de la loi, notamment l'article 182 du Code du travail. Donc nous leur avons expliqué que la situation actuelle qui est décadente fait que la garantie du retour à la normale des salaires n'a pas été prise de façon claire par le ministre, et simplement que ça sera corrigé pour qu'on revienne à la normale. Alors quel est l'avenir du préavis de grève que vous avez déposé auprès de la direction générale sortante? Bien, cette question nous a été posée tout à l'heure à l'Assemblée générale. Il est tout à fait légitime que ce préavis de grève avait été déposé à l'administration sortante. L'administration actuelle étant une administration provisoire, elle n'est pas concernée par ce préavis de grève, donc par conséquent, il tombe en désuétude par lui-même, par le fait de la situation, ce préavis de grève depuis l'actualité. Selon une certaine presse, y a-t-il cessation de paiement au niveau de la CNSS? Cessation de paiement, ça c'est mon avis, ça n'engage que moi. Une cessation de paiement, c'est une expression qui est utilisée en fait dans le cas des activités commerciales, les activités commerciales de production. La caisse n'est pas une activité commerciale, la caisse est une activité qui fait du service public. Et donc, on ne parle pas de résultats chez nous en commun bénéfice, on ne peut pas parler de cessation d'activité. À mon avis, on parlerait plutôt d'un déséquilibre des ratios financiers. C'est ça qu'il est question. Et la gestion de la caisse, normalement, est assise justement sur le jeu de ces équilibres-là, entre les ressources et les emplois. Parce que nous prenons les cotisations des employeurs et des employés, et nous payons des prestations techniques. Et si l'un de côté de la balance pèse plus que l'autre, c'est bien quand c'est l'argent qui dépasse, on est en surliquidité, mais en général chez nous c'est les ressources, les charges qui sont plus nombreuses, et c'est ça qu'on doit amener en fait à l'équilibre. On n'est pas pour faire des bénéfices, mais on est toujours en train de rechercher l'équilibre parfait entre les deux éléments. Merci. C'est moi qui vous remercie.